Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition du webinaire du Conseil scientifique de la CNSA, webinaire qui met en perspective, qui met en discussion les avis publiés par ce conseil composé et de chercheurs et d'experts dans le champ du handicap et du grand âge. Alors, le premier webinaire relayait l'avis porté sur les professionnels et vous avez été plus de 1000 personnes à le suivre ou en direct ou en différé. Ce webinaire va consacrer le deuxième avis qui vient de sortir ce jour, qui est publié depuis quelques heures à peine juste maintenant sur le site de la CNSA. Vous pouvez vous y rendre pour le consulter dans son intégralité. Et webinaire qui est consacré, lui, à l'aide aux aidants. Alors, quelle place, quel rôle pour ces aidants de plus en plus présents dans les accompagnements? Comment mieux les intégrer? Comment mieux aussi les accompagner dans les tâches qu'ils font autour des besoins qu'ils ont? On va en parler avec les 4 intervenants de ce webinaire. Je vais vous les présenter tout de suite. Ils sont membres du conseil scientifique, ils sont contributeurs de cet avis, bien évidemment. Avec nous à distance, Claude Jandel. Bonjour, vous nous entendez? Très bien, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier en médecine interne et gériatrique au CHU de Montpellier. Et vous suivez depuis longtemps ces questions. Vous avez d'ailleurs créé un cadre de formation dédié aux aidants à Montpellier assez récemment. Angélique Raled est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la HAS qui a récemment publié une recommandation sur le repérage et l'accompagnement des solutions de répit pour les aidants. On en dira bien évidemment un mot. Julie Labarthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directrice de l'observation de la solidarité à la DRES et vous nous aiderez à mieux caractériser cette population, ses besoins, ses difficultés aussi à partir des données que la DRES a pu collecter. Et avec nous en direct de Brest, Françoise Leborgne-Huguin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Université de Brest. Vous êtes intéressé dans le cadre de vos travaux beaucoup à la place des aidants, mais aussi au meilleur cadre de reconnaissance qu'ils pourraient avoir et eux et les tâches qu'ils accomplissent. On en parlera évidemment tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence avec vous et avec le regard un peu que l'adresse porte, parce que la vie débute et a vraiment cette vertu de reposer le cadre de ce qu'est l'aidance, de qui sont les aidants, de quels sont leurs besoins à partir des données que l'adresse peut collecter. Alors, il y a plusieurs types de données et d'enquêtes sur lesquelles vous vous basez. Des grandes enquêtes que sont l'enquête Handicap Santé 2008, l'enquête CARE de 2015, et puis les enquêtes autonomie qui, de 21 à 25, ont permis et d'actualiser ces données et aussi de mieux appréhender dans le détail les besoins des aidants. Un premier élément qui est porté dans la vie et qui est important, bien évidemment, c'est caractériser le nombre de ces aidants et caractériser aussi la variété des aides qu'ils apportent. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Merci. Donc, je suis heureuse de vous présenter ces résultats. Donc, ils sont issus d'une enquête que nous avons menée en 2021 auprès de 300 000 personnes pour à la fois mesurer les personnes, avoir le nombre de personnes en situation de handicap et aussi le nombre de personnes qui disent aider des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Donc, grâce à cette enquête, on peut dire qu'en 2021 en France, il y avait 9,3 millions de personnes âgées de 5 ans ou plus qui déclara apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie, que cette personne vive à domicile ou pas. Donc parmi ces aidants, on a surtout des adultes, 8,8 millions d'adultes, donc une personne sur 6 adultes qui est en situation d'aidance, enfin qui se déclare en situation d'aidance, et 500 000 enfants, donc un enfant sur 20 qui déclare apporter une aide à une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Donc cette aide, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une aide aux activités de la vie quotidienne, et donc ça concerne 7,7 millions de personnes, dont un peu plus de 300 000 mineurs. Ça peut être un soutien moral. Là, ça concerne encore plus de personnes, 6,4 millions. Dont à peu près 370 000 mineurs, ou une aide financière, donc pour 1,3 million de personnes. Évidemment, ces différents types d'aides peuvent se combiner entre elles. Donc, parmi cette population d'aidants, on a une légère surreprésentation des femmes. Les hommes sont surreprésentés seulement sur l'aide financière. Et le fait d'être aidant augmente avec l'âge jusqu'à peu près 60 ans, et après la possibilité d'être aidant diminue un peu
au fil Ouais, de là. vous verrez dans la vie, hein, d'ailleurs, il y a le descriptif un peu plus détaillé de comment se cumulent ces différentes aides, hein, Oui, puisqu'on n'aide pas forcément que financièrement ou que dans les tâches quotidiennes ou que moralement. non, Et c'est, vous le dites, 14,7% de la population hein, qui est ouais, représentée. Donc, on est sur une frange de population qui est très importante. Ce que les données éclairent également, c'est la diversité, la variété des profils d'aidants. Ce ne sont pas forcément que des seniors. Est-ce qu'il y a quelques profils qui illustrent cette diversité? Donc, effectivement, il y a une grande diversité d'aides hein, qu'on peut mesurer de profils. Hein. Donc, quand on avait fait une typologie sur 2008, pardon, on avait repéré une dizaine de profils qu'on caractérise à la fois euh, par les caractéristiques de l'aidé, donc les limitations dont qu'il subit, son âge, pour les caractéristiques de l'aidant, donc notamment son statut d'activité, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est étudiant, est-ce qu'il est sans emploi, son genre, puisque comme on l'a vu, les hommes et les femmes ne apportent pas forcément exactement le même type d'aide, hein, statistiquement, et surtout la relation d'aide entre l'aidant et l'aidé. Quel est le lien entre les deux et est-ce qu'ils vivent ensemble? Et enfin, l'intensité de l'aide, évidemment, le nombre d'heures consacrées à aider, le nombre de types d'aides données et si on est seul ou pas à porter l'aide. Donc, je vais m'attacher à décrire deux profils en particulier, donc sur les parents. Puisque c'est deux populations qu'on a un petit peu plus regardées récemment. Donc en 2021, à partir d'une enquête sur les modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, on a fait un zoom sur les parents d'enfants en situation de handicap. Donc comme vous le savez, donc, il y a environ 400 000 jeunes qui bénéficient de l'allocation d'éducation pour les enfants handicapés, l'AEH. Et donc là, on fait un zoom sur les moins de 6 ans, donc c'est à peu près 47 000 enfants. Et donc, ce qui est remarquable donc, pour ces enfants, c'est qu'ils sont plus souvent aidés à titre principal quand ils ont moins de 3 ans. Par exemple, ils sont gardés à titre principal par leurs parents que les autres enfants. Hein. C'est donc 78% des enfants bénéficiaires de l'âge de moins de 3 ans qui sont gardés par leurs parents contre 56% pour les autres enfants. Et on voit aussi que cette situation d'aidance, elle a probablement un impact sur la vie des parents, notamment des mères, puisque ces mères, elles sont moins souvent en emploi. Si on regarde les mères d'enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de l'AEH, 60% sont sans emploi, alors que pour les autres enfants, c'est 30%. Et lorsqu'elles travaillent, elles ont aussi plus souvent interrompu leur activité pour consacrer principalement à leur enfant. Donc ça va être 50% des mères qui sont concernées. C'est beaucoup moins de mères pour les autres enfants. Donc ça, c'est une population particulière d'intérêt, où on voit que le fait de devoir s'occuper de son enfant handicapé a un impact sur la vie des parents et sur la façon dont ils doivent organiser leur vie. Il y a quelques années, on avait aussi fait un zoom sur la génération dite pivot, c'est-à-dire les personnes qui à la fois doivent soutenir un parent âgé et de 60 ans ou plus, et qui aussi ont des enfants à charge, donc qui ont, si on veut, une double charge. Donc on avait regardé ça à partir des données 2015 de CARE, qui était une enquête centrée sur les seniors, l'aide aux seniors aussi. Donc on voyait que évidemment, on les avait comparés, ces aidants qui avaient aussi des enfants, aux autres aidants de personnes âgées. Donc ces aidants, comme ils ont des enfants, ils se distinguent à charge, ils se distinguent parce qu'ils sont plus jeunes. Donc il en découle un certain nombre de caractéristiques. Hein. La moitié a moins de 47 ans, alors que pour l'ensemble des aidants qui aident des parents, c'est moins de 59 ans. Ils sont plus souvent en emploi, hein. Les 3/4 sont en emploi, alors que c'est 45% des autres aidants de parents qui le sont. Donc voilà, donc il y a quelques caractéristiques ils sont aussi des parents qui sont plus jeunes par la force des choses et donc qui sont moins dépendants. Donc ça fait des choses qui font un profil un peu plus favorable, on va dire, que d'autres aidants. Mais on repère quand même des difficultés particulières. Ils décident plus souvent manquer de temps que quand ils ont leurs enfants à domicile que les autres aidants de parents. Et à caractéristiques égales, lorsqu'ils ont des enfants, pour le coup, à charge hors domicile, ils sont moins souvent en très bonne santé et ils se sentent aussi plus souvent seuls pour aider. Donc voilà, donc il y a quand même une fragilité particulière. Alors, c'est pas
massif comme différence avec les autres aidants, mais c'est quand même un public particulier. C'est important parce que ça permet de caractériser certaines populations d'aidants plus exposées et d'agir de manière prioritaire dessus. Sur ces aidants, et vous le dites, c'est un enjeu parce qu'il y a une exposition, que l'aidant peut coûter cher, voire très cher, notamment en termes de santé. Et là, vous avez quelques données aussi qui caractérisent le coût et la charge en termes de santé notamment. Donc voilà, je vais être sur des statistiques vraiment descriptives, c'est-à-dire on va regarder l'état de santé. Pour répondre à ça, on peut regarder l'état de santé des aidants et le comparer à ceux qui ne le sont pas, qui ne se déclarent pas aidants, selon le sexe et l'âge, puisque l'état de santé déclaré dépend du sexe et de l'âge. Donc pour pouvoir comparer, on est obligé de se mettre sur des sous-populations. Donc c'est pour ça qu'ici, vous pourrez voir sur le graphique, je vous présente des données sur la part de femmes déclarées être en bonne ou en très bonne santé par classe d'âge. Et on voit qu'à tout âge, les aidants se déclarent en un peu moins bonne santé que le reste de la population, sans qu'on puisse... Voilà, il faut évidemment faire des études plus fouillées pour comprendre éventuellement le lien de cause à effet, même si c'est documenté par la littérature, le fait que l'aidance peut avoir des conséquences négatives sur la santé, notamment mentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, vous avez tout de même essayé de travailler sur ce qu'est cette exposition et comment elle va impacter différemment les différents profils d'aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une typologie des aidants en fonction des caractéristiques de la personne aidée, de l'aidant, des relations entre les deux, et puis de l'intensité de l'aide. Et donc c'est une typologie qu'on avait fait sur des critères très objectifs. Il n'y avait pas du tout de ressenti dans ces classes, mais il est ressorti que assez naturellement, on pouvait classer ces catégories en fonction de l'intensité de l'impact de l'aidant sur eux. Donc, comment on a mesuré l'impact de l'aidance ? C'est à partir de questions pour le coup subjectives. On leur demandait quel était l'impact sur leur santé, sur leur vie quotidienne, leur vie familiale, vie professionnelle. Est-ce qu'ils se sentaient reconnus par l'aidant ? Est-ce qu'ils étaient seuls pour aider, se sentaient seuls pour aider, etc. Donc des questions plus subjectives. Et on regardait le cumul d'impact, de difficultés recensées par les aidants. Et voilà, et ce qui nous a permis de faire ressortir que sur les aidants, alors là, on est sur des données 2008, mais qu'on mettra à jour bientôt grâce à nouvelles enquêtes en cours d'exploitation. Sur ces données, on voyait que les aidants les plus impactés de façon subjective, qui se déclarent le plus impactés, ce sont ceux qui, sans surprise, qui aident le plus, donc plus de 34 heures par semaine. Voilà, très très fort investissement, que ça concerne essentiellement des conjoints, des parents et des enfants. Voilà, donc la famille proche qui se trouve dans cette situation avec un fort impact et donc une population à laquelle il faut faire attention. Aussi des événements après, donc ceux qui se déclarent moyennement impactés, ce sont ceux qui souvent aident un peu moins, ça va être plus entre 20 et 34 ans, avec des personnes qui ont moins besoin d'aide, moins de limitations, mais qui sont seules pour le faire, donc avec une charge qui est importante. Et enfin, donc les aidants les moins impactés, ce sont ceux qui apportent une aide moins importante, et donc ça va être plus varié en termes de profil. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que les impacts se jouent sur le volume de temps, se jouent après sur le fait d'être seul ou pas, et après, vous le dites, sur les moins impactés, il y a l'impact du fait d'avoir un emploi ou une vie d'étudiant à côté, c'est-à-dire de tout de même devoir être dans le jonglage malgré tout. Et il y a un résultat qui était aussi assez intéressant, mais je pense qu'on va y revenir, c'est que le fait d'avoir un professionnel qui aide aussi la personne, ça peut être... d'un côté, ça peut alléger la charge, mais c'est aussi une charge de devoir coordonner. Et donc, ça a un impact, toute chose égale par ailleurs, en fait négative aussi sur la charge ressentie. Il va y avoir beaucoup d'autres données qui vont arriver et qui vont arriver assez bientôt, dès la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'est l'horizon finalement de recherche que vous avez et de données qu'on va pouvoir avoir sur cette population des aidants ? Alors, on est très heureux de bientôt pouvoir présenter différents chiffres. Donc, on a plusieurs qui vont pouvoir éclairer certains points qui sont pointés comme à développer dans la vie. Donc, on a mené 2 grandes enquêtes sur le terrain auprès des aidants en 2021 et
attendez, 2022 et 2023, Ouais. pardon. On est sur un grand, voilà, alors on fait des enquêtes depuis 2021 et on a fait la dernière enquête récemment, donc voilà, ça s'enchaîne. Donc sur 2022 et 2023, on a donc interrogé des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie qui vivent à domicile ou en établissement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. On leur a demandé qui les aidait et on est allé interroger pendant une demi-heure les aidants. Les personnes qui les aidaient, donc on a plusieurs milliers de personnes qui nous ont répondu à un questionnaire assez détaillé. Donc qui permettra d'aller plus loin que ce que je vous présentais et peut-être de revoir la typologie que je vous ai présentée qui passe de 2008, donc, et puis de mieux comprendre, de voir si les liens entre... on verra déjà une évolution chiffrée parce qu'il y a l'idée qu'il y aura moins d'aidants par le futur, donc on va déjà voir si c'est quelque chose qu'on observe sur le passé. Donc ça nous aidera aussi à projeter. On va avoir un zoom, on va sortir des chiffres donc là-dessus d'ici la fin de l'année. On sortira aussi des données sur le besoin de répit exprimé par les aidants et leur connaissance des aides auxquelles ils peuvent recourir et leur recours à ces aides. On les caractérisera aussi plus en termes de revenus. C'était aussi une demande du conseil scientifique d'en savoir plus sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est une enquête très riche. Donc l'adresse va faire quelques publications sur ces résultats et espère que des chercheurs se saisiront des données détaillées qu'on mettra évidemment à disposition pour aller plus loin. C'est l'enjeu. Et puis, il y aura aussi des données sur le marché du travail en lien avec l'INED. Qui mène une enquête donc qui a déjà été faite en 2005, mais là, c'est une réédition qui interroge à la fois les personnes et leurs employeurs. Donc là, ça permet, et en plus, c'est en panel. Et il y a là un focus particulier qui est mis sur les aidants, donc qui permettra de bien voir l'interaction entre situation de travail, prise en charge de la situation d'aidants par les employeurs et la façon dont les aidants vivent leur situation. Donc, des résultats très intéressants. Éclairer ces résultats quand ils sortiront, bien évidemment. On va avancer. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez poser vos questions, bien évidemment, des témoignages dans l'espace chat que vous avez donc sur votre écran. Et dans la mesure du temps qui nous restera, j'en relayerai quelques-unes à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à être là pour poser les questions. Si vous consultez la vie en ligne, maintenant ou plus tard, vous le verrez, il y a cette caractérisation un peu de l'aidance portée par les données de l'adresse. Et puis derrière, il y a un autre aspect qui est important, c'est celui de porter regard sur les politiques publiques très nombreuses qui se mettent en place depuis des années sur l'aidance, qui ne sont pas toujours vues comme lisibles, ne sont pas toujours vues comme accessibles dans les dispositifs qu'elles offrent. Et l'avis redit sur ces politiques publiques qu'il faut reposer un certain nombre de droits fondamentaux qui sont essentiels à mettre en œuvre dans le cadre de ces politiques publiques. Je voudrais en parler avec vous, Françoise, parce que votre travail de sociologue consiste justement à aller regarder vraiment ce que sont les pratiques sur le terrain et à partir de là, voir comment elles peuvent impacter et aussi résonner dans l'encadrement qui est fait, notamment réglementaire. Là-dessus, l'avis dit qu'il y a deux principes fondateurs auxquels il ne faut pas déroger dans le champ des politiques publiques. Le premier, c'est celui du libre choix de l'aidance, qui soit garanti, et celui, à côté de ça, d'un accompagnement partant de la réalité des besoins. C'est les deux principes, libre choix et un accompagnement partant de la réalité des besoins. Prenons le premier, le libre choix de l'aidance. Il est essentiel parce que le dire, c'est bien sûr questionner et la pression et la professionnalisation grandissante qui touche un nombre d'aidants important. En quoi est-ce que ce phénomène de pression, de professionnalisation qui arrive aujourd'hui pose question ? Alors, merci de me donner la parole. Alors, c'est vrai que sur la question du libre choix, c'est à la fois une visée, un horizon des politiques publiques, et en même temps, il y a beaucoup de travaux qualitatifs de recherche qualitative qui montrent que les choses sont quand même assez compliquées. Ce libre choix, à la fois pour le proche aidant et pour la personne concernée, il renvoie aussi à une forme d'assignation à produire de l'accompagnement. Alors, du côté des proches soutiens, l'injonction, elle vient aussi de l'intérieur de la parenté, puisque finalement, la division du travail entre des conjoints, père, mère, à l'égard d'un enfant en situation de handicap, voire un jeune adulte, mais aussi au sein de la filiation, dans un vivier de fratrie, sororie, on voit bien que la division du travail, elle est quand même assez inégalitaire et elle fait jouer un certain nombre de critères que mes collègues ont déjà soulignés. L'inscription géographique, la proximité résidentielle,
le genre, l'âge, l'acquisition ou pas de droits sociaux, le fait de se maintenir au travail, de devoir articuler travail professionnel, travail familial. Le deuxième élément qui joue beaucoup dans cette assignation à aider, c'est effectivement l'idée que le libre choix, il est reconstruit dans les interactions de chaque proche aidant ou de plusieurs proches aidants avec des professionnels. Alors, qui parmi les professionnels? Eh bien, au moins 2 catégories d'entre eux. Les professionnels qui donnent l'accès à des politiques publiques, le conseil départemental pour l'APA, la MDPH pour des plans de compensation du handicap ou des notifications d'orientation vers des dispositifs de soutien. Et là encore, ces professionnels font le tri entre ce qui pourrait être accessible en termes de droits et ce qui va être justifié, adapté au nom de la solidarité publique. Le deuxième acteur de cette reconfiguration du libre choix parmi les professionnels, eh bien, ce sont les professionnels d'intervention dans les domiciles ou dans les maisons de retraite ou dans les services d'accompagnement à la vie sociale ou dans les foyers de vie dans le champ du handicap, qui vont amener à des parents proches aidants à se poser la question de savoir est-ce qu'il va pouvoir se concerter, placer les activités qu'il souhaiterait maintenir, y compris les arts de faire qu'il a construits, en relation avec ses valeurs, avec les normes de la famille, mais les siennes aussi. Et est-ce qu'on va vers une certaine complémentarité ou une certaine juxtaposition entre les activités des proches et les interventions professionnelles de ces intervenants de première ligne? Alors, ceci va dépendre du poids des règles, des organisations de travail de ces professionnels qui vont être plus ou moins assouplies ou qui vont devenir très rigides et qui vont empêcher un certain nombre de proches de trouver une place qu'ils jugent adaptée à ces interventions. Et on sait bien aussi que quand les besoins de soutien augmentent dans une configuration, ce n'est pas les professionnels qui vont augmenter d'abord leur temps de travail, ce sont les entourages, et ces entourages vont être sommés en urgence de se mobiliser. Par ailleurs, on sait aussi que les proches, le travail des proches, leur activité, c'est une condition indispensable à l'intervention possible des professionnels. Un des chiffres de l'adresse le montre bien dans l'enquête CARE, puisqu'il n'y a que 4% des configurations où il y a seulement de l'intervention des professionnels seuls, quand la personne est très dépendante des services d'autrui. Donc, s'il n'y a pas de proches, eh bien, les professionnels ne pourront pas intervenir non plus. Ce qui fait que le plus souvent, plus la situation est complexe, plus il y aura à la fois des proches et des professionnels qui seront co-présents ou qui vont se succéder dans les interventions au domicile. Donc, la liberté de choix, c'est une gageure, c'est une valeur qui est retenue par les politiques publiques et qui renvoie à la question de faire ou pouvoir faire pour certains, davantage pour les uns que pour les autres, et quand même cette idée que des professionnels sans statut sont très attendus, des parents sans statut sont très attendus pour prodiguer ce travail de soutien. Est-ce qu'il y a je dirais des modalités ou des cadres qui permettraient de mieux articuler finalement la place et des aidants familiaux et des aidants professionnels? Qu'est-ce qui vous paraît important à mettre en œuvre pour permettre justement cette articulation, selon le terme que vous employez, cette négociation entre ces deux acteurs? Alors, c'est vrai que je pense que puisque le travail des professionnels s'invite dans le travail des proches et que le travail des proches s'invite dans le travail des professionnels, on peut penser que ce qui serait quand même intéressant, qui a déjà montré des effets fructueux, c'est des contextes où il y aurait un travail de coordination qui ne soit pas pensé comme évident, qui soit déconstruit, reconstruit entre les différents acteurs, ajusté. Et ça veut dire effectivement reconnaître que les proches font un travail pratique important, que ce travail pratique, ils ne le font pas sans compétences, sans connaissances. Aujourd'hui, la connaissance, il y a des savoirs académiques extrêmement diffusés, et que ces proches, ils font aussi un travail affectif qui les amène à s'engager ou à retenir certains engagements en lien avec leurs émotions. Mais les professionnels aussi interviennent à partir de savoirs cognitifs, pratiques. Ils ont aussi des émotions qu'ils ont
ils sont sommés de savoir gérer leurs émotions, d'être capables de passer d'une situation à une autre, etc. Et tout ceci interroge effectivement les protocoles qui sont aujourd'hui nécessaires et mis en place dans ces configurations pour promouvoir des lieux de négociation, au moins d'échange, une pression sur le temps qui puisse être un peu suspendue, réaménagée de manière régulière pour qu'il y ait plus de modulation, plus de coordination qui permettrait aux professionnels de première ligne et aux parents proches qui sont en première ligne de davantage coopérer, en se posant aussi la question de qui coordonne, puisqu'on sait bien que un des enjeux, c'est le fait aussi que les coordinations hospitalières, paramédicales, médicales, ne peuvent pas être dupliquées à domicile, et elles le sont de moins en moins d'ailleurs dans les lieux d'accompagnement médico-social. Mais ça pose tout de même la question de savoir quel va être, par exemple, le rôle d'un médecin traitant là-dedans. Est-ce qu'il va pouvoir lui-même s'engager dans cette coordination, conforter les places des uns et des autres, et aussi que ces places puissent être renégociées, par exemple, quand on augmente la part du travail professionnel, parce qu'il est utile d'externaliser davantage, voire quand le parent concerné rentre en établissement ou en structure médico-sociale et que ceci n'aboutisse pas à effacer le rôle des parents au motif, par exemple, d'une autodétermination qui serait mal comprise des uns et des autres, qui se mettrait en concurrence sur la légitimité des parents ou de certains professionnels à penser ce que recouvrerait l'autonomie de la personne jusqu'au bout de sa vie, qui est un principe essentiel de nos sociétés. Donc effectivement, les modalités pratiques de ces négociations doivent être largement renforcées lorsqu'elles le sont, mais elles le sont de manière extrêmement ponctuelle, et parfois la routine, par effet aussi de pression temporelle dans les organisations, va finir par mettre à mal, et du coup c'est à couvert que les distances vont se construire, et cela pourrait aboutir à des détachements des uns et des autres ou des défections de certains parents qui continuent à produire des actes en routine, sachant très bien que ce n'est pas de cette manière-là que pour eux et pour leurs proches, le soin pourrait avoir de la cohérence et que cette cohérence mériterait d'être privilégiée. Oui, c'est ce que vous disiez sur l'adresse, c'est comment aider peut devenir aussi à quelque chose qui va participer au fardeau, alors que c'est fait justement pour limiter ce fardeau. Un mot rapide sur cet autre point, répondre à la réalité des besoins exprimés, c'est l'autre principe fondamental. On se dit, par principe, les mesures, les dispositifs, ils sont là pour répondre aux besoins des aidants. En quoi il y a besoin de réaffirmer ce principe de répondre à la réalité des besoins? En quoi c'est un enjeu des politiques publiques? Alors, c'est un enjeu des politiques publiques qui on comprend bien, sont elles-mêmes en situation de gageur ou de défi, de devoir suivre les fluctuations des besoins qui, pour partie, sont stables au long du parcours de soutien, mais ces parcours sont tellement longs aujourd'hui avec la prévalence des maladies chroniques, quel que soit l'âge, que cette prévalence de la stabilité, cette stabilité n'est pas le seul critère de la situation. Il y aura des fluctuations, et donc répondre à ces nécessités de s'ajuster à l'évolution des besoins, ça veut dire en tout cas que le parent ne peut pas être la variable d'ajustement, il ne peut pas être enrôlé et attendu principalement là où les professionnels ne pourraient pas assurer ce qui est en leur possibilité d'organisation. Le risque, sinon, c'est que ces configurations ne finissent par se centrer que sur les besoins du corps incarné des personnes concernées, sur les fonctions vitales, et pas sur les attentes relationnelles, sur la présence au monde qu'il faut accompagner dans la situation de la personne. Et plus il y a des rapports tendus entre organisations et des rapports de pression sur le temps, plus c'est la question du sens de ces configurations qui est posée. Alors pour terminer, on peut quand même se demander si nos sociétés ne sont pas face à un défi extrêmement urgent, qui est que nos institutions, familles, parentés, n'ont sans doute pas été prévues, pensées pour produire autant de soins et d'accompagnement que ce à quoi elles sont pratiquement concernées, dans ce en quoi elles sont impliquées aujourd'hui. Et puis par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que
face à ces défis du temps long, il faut quand même pouvoir accepter des temps de détachement, des temps de mise en difficulté des proches, des temps de crise, et qu'au moment de ces crises, eh bien, la présence d'appui professionnel accentué, la présence de recours à des personnes qualifiées, à la fois dans le champ médical, mais aussi dans le champ social, et aussi peut-être des questions à se poser sur l'augmentation de ces groupes d'aide aux aidants. On va en parler justement, parce que c'est la suite, puisque cet avis pose les données, puisque cet avis pose aussi le cadre des politiques publiques existantes, mais cet avis aussi va au-devant, notamment de ce que la COJE de la CNSA peut faire là-dessus et propose là-dessus, pour proposer un certain nombre de modalités d'action pour aider les aidants mieux que ça ne peut l'être fait aujourd'hui. Et le premier enjeu, bien évidemment, c'est d'améliorer le repérage et le répit. Comme le disait François, c'est un enjeu majeur qui se joue. Je voudrais qu'on en dise quelque chose, qu'on en parle un peu avec vous, Angélique. L'avis dit la nécessité de définir un processus d'évaluation des besoins de l'aidant appuyé sur un ou des outils objectivement le type d'aide apportée et leur intensité, parce que le premier enjeu, c'est bien le repérage des difficultés avant d'aller vers le répit. Et l'avis dit que ce repérage, il a besoin d'être renforcé, d'être mieux organisé qu'il n'est fait aujourd'hui. En quoi y a-t-il un enjeu à améliorer ce repérage des situations à risque et comment les outils peuvent être améliorés pour cela? Alors effectivement, il y a dans le repérage 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de caractériser la situation d'aidants. Il y a un certain nombre d'aidants qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme des proches aidants. Ils s'occupent de leurs proches dans la sphère familiale et ils estiment que ça fait partie de la solidarité familiale traditionnelle et normale. On observe particulièrement ce phénomène pour les jeunes aidants, les lycéens, les étudiants, qui suppléent par exemple aux tâches ménagères de la maison si le parent est atteint d'une maladie grave, d'un cancer. S'ils sont amenés à s'occuper de leur petit frère, de leur petite sœur en situation de handicap. Donc on a effectivement dans la recommandation récente de la Haute Autorité de Santé qui est parue en 2024 sur le soutien au répit des aidants, on a beaucoup insisté sur ces jeunes aidants qui effectivement est une population qui est un peu moins bien repérée. Ça, c'est le premier enjeu, donc caractériser la situation pour pouvoir ensuite les informer sur les solutions qui se présentent à eux. Et le second enjeu du repérage, c'est de pouvoir intervenir sur les situations à risque le plus en amont possible pour prévenir les crises, les ruptures, pour prévenir les situations de maltraitance également, puisque dans une autre recommandation de la HAS qui concerne un outil de repérage des situations à risque de maltraitance dans l'environnement intrafamilial, on a fait un focus également sur cette situation d'aidance, puisqu'on voit que des aidants peuvent être amenés à être maltraitants, et pas toujours de façon intentionnelle, mais parce que, justement, ils sont seuls dans cette situation d'aidance. Dans ce huis clos, comme on dit souvent. Dans le huis clos familial, exactement, et qu'ils ne connaissent pas les solutions de répit. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, de pouvoir travailler en prévention des crises. Et l'avis du Conseil scientifique le montre très bien, effectivement, et ma collègue de l'adresse l'a rappelé également, au plus le volume d'aide est important, au plus on peut faire face à ces situations d'épuisement qu'il faut pouvoir repérer. Et donc, pour cette raison, il faut proposer aux intervenants sociaux des outils et aux intervenants sociaux dans différents secteurs d'ailleurs, puisque les aidants sont très divers et on les trouve dans beaucoup de secteurs de la vie, en entreprise, à l'éducation nationale, dans les universités, à l'éducation nationale et dans les services sociaux de droit commun, bien évidemment. Et donc, dans notre recommandation, on a proposé une grille d'évaluation systémique de la situation d'aidants, qui est justement, dont l'objectif est de pouvoir recueillir les éléments factuels de la situation de vie, de recueillir les besoins ressentis de la personne et de lui permettre de cheminer vers une proposition de répit et de l'accepter, puisque c'est tout un cheminement. Oui, la grille permet à la fois de repérer les signaux qui ne vont pas bien, mais aussi d'entamer la discussion
pour aller vers la prise de conscience un petit peu qui est nécessaire pour que l'aidant aille vers le répit. Et puis, on va en parler. Avant, il y a un autre enjeu, et je voudrais en dire un mot avec vous, Claude Jandal, qui est évoqué dans la vie, c'est évidemment le fait de revenir sur ce principe de consultation de santé, de prévention dédiée aux aidants. Ça fait des années qu'on en parle d'une certaine manière. Comment cette consultation pourrait compléter un dispositif de repérage existant et surtout comment elle pourrait se mettre en place? Alors, effectivement, l'HAS en 2010, dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, comportait une mesure 3 qui consistait à recommander le principe d'une consultation annuelle dédiée à l'aidant dès lors qu'il était bien sûr identifié, repéré. On vient d'évoquer la dimension du repérage qui est centrale. L'idée est d'orienter dès lors que ces personnes qui assurent cette fonction d'aide puissent être orientées vers cette consultation visant à identifier le plus précocement possible les premiers signes de fragilité. On parlait de fardeau, effectivement, le modèle est connu. Il s'applique en particulier, il a été particulièrement bien démontré dans les maladies chroniques incapacitantes dont l'archétype sont les maladies neuroévolutives dans le grand âge. Les aidants de patients atteints de maladie d'Alzheimer sont l'objet d'un burden, d'un fardeau qui crée une limite d'ailleurs dans le rôle de l'aide, puisque très souvent, dans un certain nombre de situations, l'aidant, l'état de santé de l'aidant va conditionner, si vous voulez, le maintien, le soutien au domicile de la personne aidée. Donc, ce concept de DIA, d'aidant aidé, est essentiel. Il est d'autant plus que la démographie de l'aidant on va assister à une asymétrie par rapport à la situation actuelle entre le ratio aidant aidé va évoluer, le nombre de personnes susceptibles de délivrer une aide, en tout cas dans les politiques du grand âge, vont pas suivre l'évolution démographique des personnes à aider qui sont concernées par ces maladies à haute prévalence. Donc cette consultation, elle devrait être assurée idéalement par le médecin traitant sur un temps dédié. Elle vise en particulier à être attentif à l'état psychique de l'aidant, à son statut nutritionnel, l'éventualité de troubles du sommeil, son niveau d'autonomie physique, psychique, bien évidemment, et de vérifier tous les éléments de prévention. Toutes les études scientifiques ont montré de très longue date que, par exemple, la capacité de l'aidant à être armé vis-à-vis de certaines maladies infectieuses, la réponse au vaccin est amoindrie par ce rôle d'aidant. Ceci a été démontré par des mesures biologiques. Donc, quand on compare des aidants d'âge identique selon l'intensité de l'aide qu'ils prodiguent et qu'on étudie effectivement leur capacité immunitaire, elles sont amoindries. On sait aussi que les aidants sont assujettis à un risque plus élevé de certaines maladies comme le cancer. Donc, l'idée est de prévenir, d'anticiper, de mettre en place les mesures de prévention, planifier les examens de dépistage, notamment vis-à-vis du dépistage de certains cancers, et conduire des évaluations de l'ensemble de la recherche des premières morbidités prévalentes, et notamment cardiovasculaires. Et donc, le principe, c'est de mettre en place ce type de consultation qui aujourd'hui n'est toujours pas précisément mis en place. Ça, il faut l'avoir bien en tête, malgré la pertinence de cette mesure. Alors, je voudrais quand même faire le lien avec un autre programme de santé publique, parce qu'il faut être cohérent avec nos plans de santé publique. Vous n'êtes pas sans ignorer le déploiement de ce qu'on appelle le programme ICOP. ICOP, un programme qui vise à identifier justement les personnes fragiles ou à risque de fragilisation. Et ça concerne en particulier ce segment d'âge des plus de 60 ans qu'on invite à s'auto-évaluer. Et donc, les aidants sont des fragiles en puissance et devraient être priorisés sur ces programmes pour justement les repérer et les orienter vers ce type de consultation. On voit bien qu'il y a des outils qui peuvent se mettre en place pour repérer avec la consultation, avec les grilles qui sont posées. Une fois que le repérage est fait, il faut trouver aussi des solutions.
C'est le cœur des dispositifs d'aide à l'aidant tels qu'ils existent aujourd'hui, les solutions de répit. Et la vie dit qu'il en existe beaucoup, les places qui sont dédiées dans les EHPAD, les accueils de jour, le relayage qui reprend un peu le système du baluchonnage qu'on a notamment sur le modèle québécois. Néanmoins, la vie le dit, et je le cite, il est nécessaire de clarifier la terminologie autour du répit et préciser l'adéquation des offres avec les besoins. Angélique, c'était aussi au cœur de la recommandation de la HAS. En quoi y a-t-il pour vous un enjeu à mieux penser et mieux adresser aussi ces solutions de répit? Alors, effectivement, la recommandation de la HAS s'intitule Soutien au répit des aidants. Donc, c'est au cœur de la recommandation. Et donc, ces éléments sont d'ailleurs repris dans l'avis du Conseil scientifique, l'avis du Conseil scientifique les éclaire d'une autre façon, puisque l'avis met en relation ces éléments avec les enjeux de politique publique. Donc, comme ça a déjà été dit, les situations d'aidants sont extrêmement diversifiées et donc il faut qu'il y ait des offres de répit qui puissent couvrir tous les besoins qui sont différents. Donc le répit des aidants, ça peut consister en des solutions de très court terme, ponctuelles ou plus durables. On peut avoir besoin de répit, par exemple de soutien psychologique, on peut avoir besoin d'un hébergement temporaire. Tout ça est très diversifié. Et donc, quand on parle de clarification de la terminologie, en effet, c'est important parce que pour amener l'aidant vers une solution de répit, il faut savoir en parler de façon juste. Et donc, il faut savoir justement expliquer que le répit, c'est un temps de pause. C'est pas un abandon, Voilà. un échec. Exactement. C'est un recul sur sa situation et c'est surtout pas un désengagement. Ça, c'est important parce que les aidants peuvent avoir tendance à culpabiliser justement, de vouloir avoir des solutions de répit qu'ils peuvent vivre comme un échec. Donc c'est important de savoir l'expliquer de façon très juste et de pouvoir amener en fait les deux personnes, vraiment le binôme aidant-aidé, à des solutions de répit de manière progressive et en développant une relation de confiance. Et ça suppose aussi que les interlocuteurs sociaux, les intervenants sociaux aient une bonne connaissance de toute l'offre disponible sur le territoire. Ça, c'est quand même un élément clé pour pouvoir travailler sur ces solutions de répit. C'est pas simple la connaissance de toute cette offre partout et je pense qu'à cet égard les services publics départementaux pour l'autonomie, les SPDA qui sont en train de se structurer vont certainement amener quelque chose de très positif par rapport à ce sujet. Il y a un enjeu justement, vous dites qu'il faut qu'il y ait une diversité de solutions face à la diversité des situations. L'avis le dit, il y a une solution de répit qui est souvent demandée, c'est le répit à domicile. Et elle est assez peu présente. Il y a quelques départements, la Bretagne, la Gironde, qui la mettent en place, mais c'est avec des équipes, mais c'est assez limité. En quoi est-ce que c'est un enjeu clé de cette diversification du répit? Alors, c'est assez évident, la possibilité d'organiser du répit à domicile, ça permet de surmonter quand même beaucoup d'appréhension. Puisque ça permet à la personne aidée de rester à domicile et donc de garder son environnement habituel et de rester dans ses repères. Et donc, ça permet aussi de faire en sorte que l'aidant culpabilise moins, puisque c'est plus confortable en fait pour la personne aidée. Donc, l'aidant est moins pris dans ces conflits qui accroissent sa charge mentale quand il doit recourir à des solutions de répit. C'est des solutions qui sont, on peut le dire, plus acceptables et plus simples à amener. Alors, aider les aidants, c'est évidemment d'abord les soulager. Ça, c'est ce que fait et le repérage et le répit derrière. C'est aussi les accompagner dans la réalité de leurs tâches, dans l'effectivité des missions qu'ils ont à apporter et de la concertation avec les aidants professionnels. Et ça peut passer par un autre axe sur lequel l'avis insiste, qui est la formation. La formation, je lis ce que dit l'avis dessus, une phrase, c'est un élément de reconnaissance de la valeur de leur contribution, mais cela peut aussi s'interpréter comme les modalités institutionnelles de leur enrôlement. Ce qui rejoint un peu ce que disait Françoise tout à l'heure. Claude Jandel, vous avez ouvert, c'était il y a 2 ans de cela, dans l'école de gériatrie et de gérontologie que vous avez créée à Montpellier, un pôle dédié à l'enseignement pour les aidants avec beaucoup de
de modules à distance qui leur permettent de se former, de se renforcer et de s'outiller. Comment est-ce que vous jugez l'enjeu de cette formation des aidants, dont la vie souligne les possibilités, souligne aussi les risques possibles? Vous avez répondu à la question que vous posez, puisque C'est la vie qui répond, moi j'ai pas excité la vie. Hein. Si on a mis en place ce dispositif, c'est parce qu'on est tout à fait conscient des enjeux et du rôle central que constitue effectivement ce levier qu'est la formation, à la fois en termes de reconnaissance du rôle de l'aidant et surtout pour armer les aidants à un certain nombre de connaissances utiles pour faire face aux difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Donc, c'est basé sur ce simple principe, hein, qu'on fait mieux et on est mieux assujetti à répondre aux difficultés rencontrées dès lors qu'on a une connaissance qui permet justement de disposer des moyens, des leviers à faire face à ces situations. Alors, il ne s'agit pas de transformer les aidants en des professionnels de la santé, pas ça du tout, mais de leur permettre d'identifier déjà à leur propre niveau. Donc, on parlait de la consultation de l'aidant, leur apprendre à identifier chez eux les premiers signes de fragilité, hein, pour les amener justement à peut-être aller vers la consultation, et puis surtout leur permettre de mieux comprendre certaines situations qui concernent l'aider, hein, face en particulier à un certain nombre de situations, notamment les troubles du comportement qui pèsent très fort sur le fardeau. Hein. Je rappelle que dans ces maladies neuroévolutives, ce qui explique le passage, la transition de domicile vers l'établissement d'hébergement, c'est le poids que représentent ces troubles du comportement productif qui sont extrêmement mal vécus et qui sont l'objet d'une souffrance psychique forte des aidants. Et donc voilà, c'est pour leur donner ces moyens. Alors on a effectivement mis en place ce qu'on appelle des capsules vidéo. On a une dizaine de capsules pour l'instant, on va en développer d'autres sur des thèmes. Je ne vais pas les développer, ces thèmes, mais des thèmes très simples qui leur donnent finalement les bases de la connaissance pour être capable de faire face à ces situations. Au-delà de ce que vous mettez en place, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un cadre qui est à construire pour cette formation, pour l'accompagner et pour l'orienter? Parce qu'on voit tout de même, il y a ce que vous faites, mais il y a un certain nombre de diplômes ou de certifications qui apparaissent ici ou là, plus ou moins contrôlées, la vie le note. Est-ce qu'il y a besoin de donner un cadre et si oui, lequel à cette démarche de formation? Je ne suis pas convaincu, hein, de la nécessité d'aller vers des formations qui auraient la qualification de diplômante, si vous voulez. Je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche, je pense qu'il est nécessaire de faire le lien entre les dispositifs de répit et la formation. D'ailleurs, dans le cahier des charges des plateformes de répit, la Valence Formation fait partie intégrante du rôle de ces plateformes. Donc, nous, à Montpellier notamment, puisque j'ai mis également en place cette plateforme de répit, il y a une certaine logique, si vous voulez, à articuler ces formules de répit, les accueils de jour et les dispositifs de formation. Une dernière question, parce que la vie, au-delà de ce qu'il propose, dans le cadre de ce que la CNSA peut porter, pose aussi et revient sur un certain nombre de grandes questions qui font débat, sujet autour de l'aidance. Il y a la question de la monétarisation, évidemment des aides apportées, puis il y a la question qui revient de manière récurrente, qui est celle du statut de l'aidant. Est-ce qu'il faut un statut? Et si oui, quel statut? L'avis dit que le débat doit être mieux documenté en l'état. Claude Jandel, que faut-il entendre par là? Est-ce que c'est pour vous un levier clé aujourd'hui de l'aide à l'aidance? Alors, il est clair que si on fait une analyse comparative, hein, des politiques de l'aidant, ne serait-ce qu'à l'échelon européen, on est en face de politiques diverses, avec certains pays, notamment, je cite les Pays-Bas, la Suède notamment, qui ont mis un fort accent sur ces politiques avec une reconnaissance du statut du proche aidant. Mais c'est toujours difficile de comparer ces différentes offres parce que dans ces pays, l'offre professionnelle elle-même n'est pas tout à fait identique
à la nôtre, hein. Pour autant, effectivement, l'avis formule bien le fait qu'il faut qu'on approfondisse cette question du statut et qu'on parte justement de ces travaux comparatifs internationaux pour identifier les solutions à envisager dans le futur. Il nous reste quelques temps pour prendre les questions qui nous sont arrivées et vous pouvez continuer évidemment à en poser. Je les relais et je les ai qui s'affichent là. Première question, avez-vous des données concernant les aidants eux-mêmes en situation de handicap hors perte d'autonomie liée à l'âge? C'est pour vous, Julie. Pas encore, mais bientôt. Donc oui, c'est des choses effectivement qu'on peut éclairer, qu'on pourra éclairer à partir de nos données d'enquête. Alors, autre question, et encore pour vous, est-ce que l'on dispose d'une estimation de l'importance du phénomène des aidants vieillissants, parents de personnes en situation de handicap, elles-mêmes vieillissantes, ce qui rejoint d'ailleurs un dispositif que Françoise connaît bien, qui est le dispositif après parents mis en place en Bretagne. Donc c'est des parents vieillissants Oui. d'enfants en situation enfin qui sont plus des enfants mais d'adultes Voilà, en situation de handicap, eux-mêmes handicap. Non, on n'a pas sorti d'études spécifiquement sur ce sujet-là, mais c'est là aussi des choses qu'on pourra éclairer, hein, puisque la grande richesse des enquêtes qu'on va exploiter là prochainement, et on voit que c'est vraiment important au vu de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'on aura des informations à la fois très détaillées sur l'aider, enfin extrêmement détaillées sur l'aider, sur ses handicaps, sur quand est-ce qu'ils sont survenus, etc. Et aussi sur l'aidant. Donc, on pourra effectivement regarder la situation de personnes qui ont un handicap depuis leur enfance, de voir comment les parents, s'ils les aident encore, vivent cette situation et s'ils sont eux-mêmes en situation d'avoir besoin d'aide. Oui. Donc, c'est des choses qu'on pourra regarder, enfin, que des chercheurs pourront regarder en exploitant nos données. Question avec la transformation de l'offre dans le champ du handicap, principe de la désinstitutionnalisation, avec aussi le virage domiciliaire qui est associé. Est-ce que les aidants ne vont pas encore être plus sous pression, avec une charge mentale de coordination renforcée? Quelles sont les réponses que les politiques publiques peuvent apporter dans l'accompagnement de ce virage domiciliaire pour les aidants? Je vois que Claude Jandel lève la main et je vous laisse bien évidemment la réponse. Ça, simplement pour introduire un dispositif dont on n'a pas parlé, ce sont les centres de ressources territoriaux, qui sont des dispositifs récents, qui à partir notamment des EHPAD vont assurer un renforcement domiciliaire, donc dans le cadre du virage domiciliaire, des services en place. Alors on est plutôt sur les politiques de l'âge, mais ce modèle pourrait tout à fait s'appliquer au handicap en faisant le lien avec les SAMSA par exemple. L'idée c'est de renforcer par des expertises venant notamment d'établissements, là en l'occurrence les EHPAD, pour renforcer le domicile. Ça a été testé sous forme de DRAD, des dispositifs de renforcement à domicile. Et là, évidemment, c'est une situation qui permet d'identifier les aidants et d'évaluer justement leur état de santé, hein. Je citerai également les équipes spécialisées Alzheimer qui font un travail remarquable et qui, une situation domiciliaire, peuvent être amenées à faire ce repérage. Ce qui veut dire qu'il y a des initiatives qui existent, qu'il faut savoir les repérer, les encourager et les développer un petit peu. C'est ce que vous nous dites pour répondre à la question aussi. On a beaucoup de dispositifs en fait. Ils ne sont pas forcément, vous parliez de lisibilité tout à l'heure, ils ne sont pas toujours identifiés, lisibles. On cherche effectivement à les rendre plus lisibles. Le SPDA qui a été cité précédemment, on attend beaucoup du service public départemental autonomie qui aura ce rôle aussi d'information pour que les usagers aient connaissance de l'ensemble de cet éventail de solutions quand elles existent bien sûr. Et il faut aussi les politiques de régulation de l'offre portées par les ARS et les départements disposent des répertoires d'existants et comblent les déficits, enfin les maillons manquants. Petite question qui revient, il y en a plusieurs sur le financement du répit.
liées à l'APA. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il peut être amélioré? Ça nous est demandé. On sait qu'il y a des difficultés quand on a atteint le plafond d'aide, quand il y a une hospitalisation du proche. Ça existe, mais c'est compliqué tout de même à gérer. Est-ce qu'il peut y avoir une simplification de ce modèle de financement? Est-ce que dans l'avis ou dans la recommandation de la HAS, vous y avez un peu travaillé? Alors, effectivement, dans l'avis, enfin, dans la recommandation de la HAS, on cite l'obstacle financier qui constitue justement un obstacle pour ces dispositifs de répit à domicile, puisque pour l'instant, l'APA permet de les prendre en compte dans le plan d'aide, mais de façon assez faible, et la PCH ne le permet pas. Et donc, effectivement, ces solutions de relayage à domicile génèrent des restes à charge assez importants quand même pour les personnes, et donc tout le monde n'y a pas accès pour l'instant. Donc en fait, on a identifié ce sujet dans la recommandation. Donc maintenant, vous savez que la HAS n'est pas en position de faire des recommandations d'évolution de politique publique, mais en tout cas, c'est un sujet, et donc oui, les modèles de financement vont devoir probablement évoluer pour permettre plus d'accès à ces dispositifs. On revient à vous et à l'adresse. L'étude autonomie 21-25 aborde-t-elle les coûts économiques que représente la charge physique et mentale des aidants professionnels sur le système de santé? Ça, c'est un autre bond, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir documenter? Vous prenez des notes aussi pour pouvoir lancer des études derrière, peut-être. Oui, alors, donc ces données sur ces enquêtes sur les aidants, donc on va avoir des appariements avec les données de santé. Donc certains pourront s'emparer de ces données pour essayer de mesurer l'impact de l'aidance sur cette consommation de soins et éventuellement donc son coût. Alors, question, et là, j'irai vers vous, Françoise, parce que je sais que c'est une notion sur laquelle vous avez porté réflexion, et d'ailleurs, c'est dit dans l'avis. Y a-t-il une définition, alors c'est dit législative, mais je dirais peut-être réglementaire aussi, de l'aidance? Alors, je suis un peu embarrassée pour répondre à cette question, parce que vous voyez bien déjà qu'il y a des définitions avec des périmètres différents sur ce que c'est qu'un aidant dans le champ du handicap et dans le champ de l'accompagnement des vieilles personnes. Ce que l'on voit, c'est effectivement une diversité de pratiques sans statut, qu'il y a quand même des formes de reconnaissance émergentes d'une partie de cette activité, qui est quand même un travail de solidarité publique, puisqu'il diminue de manière extrêmement forte la pression sur les solidarités collectives et donc sur nos institutions publiques et sur les professionnels de ces institutions. Mais je pense qu'effectivement, la question de savoir vers quelle modalité de statut nous pourrions aller collectivement, ce qui est une question politique, est une question quand même qu'il faut garder ouverte et qu'il faudrait urgemment envisager de comparer différentes modalités de ce statut d'aidant, parce que sinon, on voit bien le risque quand même de prudence très forte et de retrait des aidants dans des situations de crise. Et un autre aspect, je pense sur lequel il faut travailler, c'est quand même que la réalité du travail des aidants, c'est aussi de devoir compagnonner avec des tabous assez forts sur les soins du corps, sur les flux du corps, quand quelqu'un n'est plus capable de retenir ses flux urinaires, fécaux, etc., que ça renvoie aussi à des questions de comportement qui socialement sont réprouvés, de quelqu'un qui a des difficultés cognitives ou des difficultés psychiques majeures, et que c'est le proche qui fait ce travail de socialisation autant qu'il peut dans une commune humanité, et que ce travail-là, il est fait quand même principalement par des premières lignes dans la famille, souvent des femmes ou des fils en fin de parcours professionnel, qui ont des difficultés parfois et qui vont jusqu'à recohabiter avec leurs parents en situation difficile, et qu'il y a là un enjeu extrêmement fort de soutenir ces pratiques-là, et que la question du statut, elle est aussi très forte, puisqu'on retrouve les mêmes profils de femmes en particulier qui sont aux premières lignes dans les métiers du soin, d'aide à domicile,
d'AMP, d'agents de services hospitaliers, etc. Et que les femmes passent d'une fonction à une autre en fonction de leur parcours professionnel et personnel, dans lequel, en fait, on va être amenés les unes et les autres et les uns et les autres à rencontrer à plusieurs reprises des séquences où l'aidant va être sollicité, où le proche ou le parent qui a donné son numéro de téléphone ou son mail va être sollicité pour se transformer petit à petit en aidant engagé et attendu par les politiques publiques. Donc, y compris dans les formations, je pense qu'il faudrait urgemment qu'il y ait des formations en coprésence des uns et des autres et qu'on puisse dessiner des contours provisoires ou durables de ces statuts et de ces pratiques d'aidants, au risque sinon d'invisibiliser collectivement tout ceci et de renvoyer ces questions uniquement à des affaires privées, des affaires de configuration de proches, dans lesquelles on sait bien aussi qu'il y a des rapports de pouvoir, des rapports de maltraitance entre les uns et les autres, et que tout ceci se traduit quand même par la fabrique de profils de personnes qui elles-mêmes, quand elles rencontreront un handicap pour elles-mêmes ou un besoin de soins de maladies de longue durée, se verront obérer des droits parce que pendant tout ce temps-là, elles n'auront pas ni validé de compétences pour celles qui voudraient reprendre un emploi, ni acquis des droits sociaux en termes de maladie, de retraite ou de capacité à relever justement de la solidarité publique. Donc pour moi, c'est un enjeu extrêmement fort qui est socialement aussi très construit, très local. Ouais, merci de nous poser ces enjeux aussi sur le statut, il est essentiel, et sur les danses. Je voudrais qu'on conclue cette émission avec vous, en vous remerciant très fortement, en remerciant aussi, elle n'est pas avec nous, Alexandra de la CNSA, qui avait animé ce premier webinaire avec vous et qui reviendra, et on la salue très fort. Parce qu'elle a aussi contribué beaucoup à la préparation de ce rendez-vous-là. Merci à vous quatre, merci à vous tous et vous toutes pour les questions que vous avez pu poser. Vous pouvez vous référer donc à l'avis qui est mis en ligne sur le site de la CNSA, ce deuxième avis du Conseil scientifique, et bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci.